pas de mauvaises chaussures, il n'y a pas de bonnes chaussures. Toutes les chaussures sont bonnes et adaptées à différents types. Il y a un autre phénomène, plus tu cours, plus aussi ta peau va avoir des frictions et plus en fait elle va développer des systèmes de plaques d'hyperkératose. Qu'est-ce que l'hyperkératose? C'est la fameuse corne. Et la question c'est, est-ce qu'il faut enlever cette corne ou pas avant la course? On arrive dans une belle société où on est obligé de légiférer sur tout parce que les gens ils prennent pas conscience en fait des risques de la montagne. En montagne, généralement, c'est pas l'homme qui a raison. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de l'Instant Outdoor, le podcast outdoor dans lequel on partage les meilleurs conseils et histoires des acteurs du sport outdoor. Mon objectif est de vous inspirer et vous inciter à bouger en conservant votre santé grâce aux conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans votre sport. Nutrition, préparation mentale, entraînement, apprentissage, parcours de vie, on abordera ici tous les sujets sans tabou et de façon naturelle. Je suis François Hinault, fondateur de Planet Trail Productions, speaker, créateur de contenu pour les sports outdoor et organisateur du Grand Raid du Finistère. Contactez-moi sur contact@planettrail.com, sur LinkedIn ou sur mon site planettrail.com. Bonne écoute. Si c'est bon pour toi, c'est bon pour moi. C'est parti, on enregistre. Olivier, feu. Comment ça va Olivier aujourd'hui? On est à Chamonix, sur le Basecamp Merrell. On est parti pour discuter podologie, pour discuter un petit peu de tous les sujets comme d'habitude. On a maintenant l'habitude, ça fait le 4e enregistrement. Salut François, ça va? Moi écoute, ça va très bien. Tout d'abord, félicitations pour ta course quand même, pas mal. T'as fini il y a combien de temps là? Là je suis un peu satellisé, tu sais, on a fait tellement de choses cette semaine. Je crois que la barrière horaire est complètement satellisée pendant la semaine de l'UTMB, on sait plus où on est, on sait plus où on habite. C'est ça, exactement. Aujourd'hui on est vendredi, ouais. J'ai terminé mercredi midi. Et alors on pourra en parler tiens d'ailleurs parce que c'est un sujet qui m'intéresse. J'ai un petit peu mal au niveau des releveurs. Et sinon musculairement ça va, je me déplace normalement, j'ai presque pas de douleur bizarrement. En effet c'est assez impressionnant, je t'ai vu, t'es clean hein. Franchement on voit encore 2-3 zombies, personnes qui boitent parce qu'ils ont un peu mal au canne, mais toi t'es très clean et même au niveau du visage t'es même pas fatigué, donc moi je dis bravo. Ouais, et pourtant je t'avoue qu'hier soir on a fait une petite soirée qui s'est finie un peu tard, j'avoue. Et non, ça va. C'est ce qui fait du bien en même temps. Exactement, ça fait plaisir de. Comme je disais, ça fait combien de temps qu'on n'est pas allé en boîte tous et non, ça faisait vraiment de bien cette soirée, de rencontrer tous les gens qu'on a l'habitude de voir uniquement à travers un écran. Et non, vraiment beaucoup de plaisir sur cette soirée, de discuter avec plein de gens, de rencontrer des gens merveilleux. Et non, très chouette. Alors Olivier, est-ce que tu pourrais juste te présenter, histoire de te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas, qui t'ont pas encore écouté sur le podcast? Alors, on a déjà fait 3 podcasts ensemble. Donc moi, je suis podologue. J'exerce. J'ai pas le droit de le dire en fait où j'exerce. Sinon, c'est la publicité illégale. Je suis responsable du staff des podos avec ma collègue Marie-Charlotte sur l'UTMB depuis maintenant. Donc moi, depuis 2003, depuis la première édition. Donc j'ai vu le bébé UTMB grandir depuis quelques années. Et donc là, on est en plein dedans. On s'est déjà occupé de la TDS de l'OCC. Début de semaine, moi, j'ai couru la MCC. Tranquille, et puis on va attaquer maintenant CCC puis UTMB, puis on fait la fête avec un peu nos collègues podo. Pour nous aussi c'est un moment où on se retrouve, de rencontres, et on aime toujours ça. Alors comment ça s'est passé cette MCC? Pas au top pour moi, on va dire que très rapidement en fait, malgré l'entraînement, j'avais un bon entraînement, j'étais pas mal, j'avais plus de jambes dès on va dire la montée sur le col de Balme. Puis après, j'ai des vieux démons qui m'ont rattrapé, notamment sur le plat. Depuis, en fait, à la fin, la MCC, c'est une course assez spéciale. C'est une montée, une descente et un plat. Et le plat, personne ne l'aime. Et sur le plat, j'ai eu des petits soucis gastriques qui m'ont obligé à marcher. Donc, on va dire que c'est pas fini, mais pas dans les meilleures conditions. Mais bon, c'est pas grave. C'est une course qui est importante pour les. C'est une course qui est réservée aux gens qui sont soit bénévoles, soit dans l'organisation, soit du coin. Alors c'est une course qui a été créée, conçue à l'origine pour les bénévoles et pour les locaux. Donc en fait, bénévoles et locaux ont une priorité d'inscription, c'est-à-dire je crois qu'ils ont une fenêtre de 15 jours pour s'inscrire, et une fois qu'est passée cette fenêtre, si je ne dis pas de bêtises, c'est ouvert à tout le monde. Donc c'est une course où les locaux ils aiment bien, et il y a beaucoup de mes patients qui courent sur cette course. Et c'est très convivial, c'est un chouette format.
Très bien. Et ben écoute, j'imagine que cette semaine pour toi ça doit être quand même sacrément intense. Est-ce que depuis le début de la semaine, il y a des choses, et puis même depuis toutes ces années de pratique que tu as sur l'UTMB, il y a des pathologies chez les coureurs qui reviennent souvent? Alors forcément, en tant que podo, nous on va parler des problématiques cutanées du pied. Énormément d'ampoules, même si maintenant avec le système de points que l'UTMB a instauré, une sorte de CV, ben, les gens sont mieux préparés et du coup forcément on en voit de moins en moins. Donc ça c'est plutôt bon signe. Par contre, ce qui est pas bon signe, c'est que des fois il y a toujours en fait des mauvaises pratiques comme le fait de mettre des pansements hydrocolloïdes en amont de la course pour justement prévenir des pathologies de pied. Ça en fait c'est un vrai problème parce que l'ampoule se crée toujours. Et après, en fait, ça majore la problématique. Donc, nous, on bannit, et d'ailleurs, c'est même recommandé sur le site de l'UTMB de ne pas mettre ce genre de pansement. C'est des pansements curatifs, donc de traitement post-course, mais pas de pré-course. Et c'est important à comprendre, parce que nous, en fait, si on veut soigner la plaie sous le pied, on est obligé de tout enlever, ça arrache tout pied. Donc, on en voit encore, malheureusement. Et en fait, ça paraît un peu contre-intuitif parce que on aimerait protéger son pied avant de faire un effort qui est long, qui est intense. Alors finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? La grande question. Déjà, la première chose, c'est de savoir où est-ce que tu vas courir. Connaître ton milieu environnemental, entre guillemets, donc la montagne, l'eau, le sable, etc. Et après, il faut connaître sa chaussure. Il n'y a pas de mauvaises chaussures, il n'y a pas de bonnes chaussures. Toutes les chaussures sont bonnes et adaptées à différents types de pieds. Je ne fais pas l'apologie de marque, je n'ai pas de logoté telle marque. Moi, j'adore courir avec une marque. Il y a d'autres marques qui sont très bien, mais il y a des pieds qui ne correspondront pas à certains types de chaussures et vice versa. Donc déjà, il faut connaître son matériel, connaître sa chaussure. Et tu me posais la question en off, est-ce qu'il faut absolument maintenant casser sa chaussure avant un ultra? Le fameux faire sa chaussure. Voilà, est-ce qu'il faut la faire? Quand tu connais ta chaussure, je pense qu'il n'y a pas tout à fait besoin. C'est-à-dire que quand tu renouvelles juste le modèle, je pense qu'il n'y a pas besoin. Parce qu'en fait, tu sais où tu mets les pieds. Par contre, quand tu vas changer de modèle, je dirais oui. Sauf si tu as un problème de déformation de pied. C'est-à-dire que moi, je sais que j'ai par la pratique de certains sports, j'ai des déformations sur le talon, ce qu'on appelle une pathologie d'Aglund. Je dois tester la chaussure parce que sinon, je peux faire vite des ampoules. Mais je sais que quand j'ai un talon qui est assez souple au niveau du talon, de la chaussure, je peux largement courir avec une chaussure neuve sans souci. D'ailleurs, j'ai fait la MCC avec une chaussure qui avait 10 km. Je dirais pas le nom de la chaussure. Donc du coup, premier conseil, connaître son matériel. Après, on a aussi des techniques pour préparer ses pieds en amont. Exactement. Connaître l'environnement, connaître le matériel, et à la fin aussi, on n'est pas tous égaux, il y a la génétique. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont présenter ce qu'on appelle des hypersudations, donc un excès de transpiration, et eux, en fait, auront vraiment des fragilités cutanées plus importantes. C'est-à-dire que l'augmentation de la transpiration va on va dire, rendre plus fragile le cisaillement du derme et de l'épiderme, et qui, au bout d'un moment, ça crée plus facilement des ampoules. Donc, tu parlais peut-être de faire un tannage du pied, ça c'est ce que tout le monde connaît à base de citron. C'est très bien, citron beurre de karité, c'est extraordinaire, c'est le meilleur tannage. Et d'ailleurs, il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps, qui va sortir dans pas longtemps, justement, où j'ai aidé, on va dire, à la mise au point du protocole, prouve que le citron est un bon topique pour tanner le pied. Pas cher et surtout aussi écologique, donc c'est pas mal. Mais si en fait on a un problème d'hypersudation, donc de transpiration excessive du pied, le citron ne marchera pas, donc il faudra d'abord traiter la transpiration et après on pourra faire le tannage à base de citron et de beurre de karité. Alors le traitement de la transpiration, moi je connais un traitement comme du talc, c'est un traitement temporaire. Il y a des traitements long terme de la sudation? Ouais, carrément. Donc on va dire que le traitement, comme tu connais, par talc ou par un topique type poudre, ça sera, on va dire, momentané, donc du court terme. Si on a une grosse sudation, et ceux qui le savent, en fait, ils transpirent des mains, ils transpirent facilement du dos. Eux, il faudra passer par un autre système, ce qu'on appelle la ionophorèse, où on va mettre les pieds dans des bacs avec un courant qui va passer dans de l'eau. Je la fais un peu rapide. Et du coup, ça va en fait griller les glandes sudoripare du pied et ça va être durable plus, on va dire, plus à long terme.
Ah, c'est intéressant parce qu'il y a des gens, je pense qu'ils sont pas au courant en fait qu'ils transpirent beaucoup et que c'est ça la cause de leurs ampoules. Parce que moi, je suis toujours surpris de voir ces coureurs qui sont quand même expérimentés et qui ont toujours des pieds dans un état pas possible pour certains. Alors, est-ce qu'il y a aussi, moi je prends souvent l'exemple des maçons ou des gens qui travaillent dans le bâtiment au début, ils ont des mains avec des ampoules, ils sont des mains qui sont complètement ravagées. Est-ce qu'avec l'expérience aussi, la peau des pieds va se durcir et finalement les ampoules vont venir moins vite? Exactement, hein. De toute façon, c'est un fameux adage, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est exactement, c'est en courant qu'on se fait les pieds. Donc plus tu cours, moins tu as problème de pieds. D'ailleurs, je sais pas si tu as préparé tes pieds, mais moi personnellement, à l'époque, je cours beaucoup moins, enfin je cours plus ces courses de longue distance, mais jusqu'à 60 bornes, j'avais pas de problème de pieds, donc je m'occupais pas de mes pieds. Et puis quand je passais les 70 bornes, je commençais à me tanner les pieds et à faire un peu plus de travail de pied. Mais oui, en effet, plus tu cours, plus tu vas tanner le pied. Il y a un autre phénomène, plus tu cours, plus aussi ta peau va avoir des frictions et plus en fait elle va développer des systèmes de plaques d'hyperkératose. Qu'est-ce que l'hyperkératose? C'est la fameuse corne. Et la question c'est, est-ce qu'il faut enlever cette corne ou pas avant la course? Je dirais oui. Alors c'est pareil, on dit ouais, attention, faut pas enlever la corne parce que si j'enlève la corne, j'aurai un pied faible, je vais faire une ampoule. Alors oui, c'est des personnes qui ont eu l'expérience d'aller voir un confrère ou une consoeur qui n'avait pas l'habitude de prendre en charge des coureurs. Dans ce cas, ils ont enlevé trop de peau. Et donc du coup, là, en effet, ouais, ça fait mal. C'est comme s'ils traitaient, entre guillemets, je vais être péjoratif, une mamie. Mais non, en fait, un coureur, il a besoin de cette couche de protection. Donc en fait, il y a toujours un milieu entre l'excès, le trop enlevé ou le juste milieu. Donc c'est comme d'hab. Il y a pas mal de professionnels de santé maintenant qui sont rompus à ces techniques de soins. Donc je pense que tout le monde peut trouver un bon professionnel qui puisse prendre correctement en charge les problématiques de pied. Par exemple, j'ai des patients qui ont fait le Tour des Géants. On a fait des soins de pédicurie 15 jours avant. Ils ont eu 0 ampoule sur le Tour des Géants. Le Tour des Géants, c'est 330 bornes, 24 000 mètres de dénivelé. Ouais, donc là, c'est que les pieds étaient prêts, c'est que les gens connaissaient leur matériel, c'est qu'ils connaissaient leur environnement, c'est que les pieds étaient... Alors c'est vrai que c'est un conseil, ça, d'aller... c'est une recommandation, plutôt même plus qu'un conseil, d'aller voir un pédicure podologue avant un événement, si on en ressent le besoin peut-être, ou c'est peut-être tout le monde devrait le faire ou... Pas tout le monde, mais au moins peut-être une fois dans sa vie. Si tu n'as jamais eu de problème, bon bah y a pas de souci, je vais pas t'embêter à y aller. Par contre, si tu sens qu'au niveau des pieds ça devient compliqué, c'est quand même pas mal d'aller faire un topo chez le podo. Et plus ta course est extrême, genre on prend un marathon des sables, qui est une course en termes d'extrême un peu plus au-dessus que l'UTMB, on va dire notamment à cause du sol. C'est du sable, enfin pas tout le temps, mais il y a pas mal de sable. Là, on sait à peu près qu'on est à 90% des coureurs qui vont en tente médicale pour les pieds. Donc c'est juste monstrueux en fait. On sait que quoi qu'il se passe, tu auras des problèmes de pied. Donc oui, en effet, va voir un podo, mais pas un mois avant, c'est trop tard. Mais il faut voir un podo un an avant. Et c'est un suivi sur toute l'année pour comment on va venir amener le pied dans la meilleure prédisposition pour finir ta course. Sans trop de pépins. Ah oui, tu vois, j'aurais été tenté d'aller peut-être 15 jours avant pour comme tu disais, enlever les excédents de peau, couper les ongles juste à la bonne taille. Ça aussi, c'est un sujet, les ongles. Alors ouais, bah, bien sûr, les ongles, hein, si tu coupes pas les ongles, tu fais les ongles incarnés. Les ongles incarnés, ça fait super mal, ça s'infecte. On n'a pas vu d'ongles incarnés infectés. On a vu, il y a quelques temps, moi j'ai vu des ampoules qui ont nécrosé, qui sont infectées puis nécrosées, donc un petit tour à l'hosto. On a des ampoules qui ont entraîné des lymphangites, donc des infections. On a eu des ampoules qui ont entraîné une évacuation au service des grands brûlés. On a eu des ampoules qui ont entraîné, alors pas sur l'UTMB, sur d'autres courses qui ont entraîné des amputations, parce que ça s'est infecté sur des ostéites. Donc oui, plus on va faire une course extrême en termes donc le plus extrême c'est le sable en fait, on va dire. Plus il faut prévoir, on va dire, un traitement ou une prise en charge en amont.
Ouais, le sable, c'est ce côté abrasif en fait, ça va rentrer un petit peu partout, même si on se protège les pieds avec des bonnes chaussettes, les chaussures adaptées, les guêtres. Est-ce que finalement il y a aussi tu disais les pansements hydrocolloïdes sont pas recommandés, mais est-ce que des pansements type sparadrap ou là pour le coup en prévention ça va être utile? Complètement. Alors quand on part sur une course type UTMB, montagne, terrain, montagneuse, terre, on peut mettre ce qu'on appelle une crème anti-frottement en prévention si on sait qu'on va avoir des ampoules. Le mythe de se badigeonner le pied de crème anti-frottement, je ne trouve pas que ce soit une grande idée, dans le sens où si tu as trop de crème anti-frottement, le pied va être instable dans la chaussure et ça va entraîner des mises en tension musculaire pour stabiliser ton système pied. Et dans ce cas, tu peux te faire mal au genou. Je ne suis pas un fan de ça. Plutôt localiser, on va dire cibler les zones problématiques, qui sont différentes en fonction de chacun. Donc je sais que, par exemple, moi, si je vais faire plus de 40 bornes, je peux avoir des petits frottements entre les orteils, donc je peux mettre un peu de crème anti-frottement entre les orteils. C'est à peu près 65% des zones d'ampoule, enfin 65% des ampoules se trouvent au niveau des orteils. Donc on le sait, donc j'ai rien d'extraordinaire. Quand on va faire une course type marathon des sables, les crèmes anti-frottement, c'est prohibé. C'est interdit. T'imagines, t'as un peu de sable qui se met dans ta chaussure avec les crèmes anti-frottement. Je te laisse imaginer ce que ça peut faire. En fait, tu vas venir courir en fait sur une pierre ponce. Aïe. Tout de suite comme ça, c'est pas super sexy. Enfin, tu vois, c'est comme si t'allais faire du skateboard pieds nus. Ouais. Ok. Ça te donne pas envie, non? Non, pas trop. Non, pas trop. Donc du coup, en fait, les crèmes anti-frottement, tout ce qui est crème au niveau du pied, c'est interdit. Mais même, imagine, le sable, ça vole. Moi, personnellement, je vais mettre de la crème anti-frottement un peu partout, des fois entre les jambes pour éviter que ça irrite. Partout, il peut y avoir un frottement sous les bras, on peut mettre de la crème anti-frottement. Mais le sable, il vole. Donc si tu mets de la crème anti-frottement sous les bras et que tu cours, t'imagines si le sable il se pointe là sous les bras, ce que ça peut faire? Donc du coup, en fait, tout ce qui est crème anti-frottement, c'est interdit dans les courses type désert, sable, etc. Mais du coup, il faut connaître le système de prévention. Et ben, il y en a d'autres pour prévenir. Et ben, il y a le système de pansement. Ce qu'on appelle, alors je sais pas si c'est une marque, je crois que c'est Duoport, si je dis pas de bêtises. Mais je sais pas si c'est une marque ou c'est le mot générique. Tu mets du Duoport sur le pied et ça peut protéger, on va dire, des ampoules quand tu vas courir des courses type sable. Donc en fonction du terrain, comme je disais, montagne, tu peux mettre de la crème anti-frottement. Sable, tu mettras plutôt des sparadraps. D'accord. Tu vois, c'est ce que j'ai fait, de me badigeonner le pied pendant la TDS de crème anti-frottement. Et effectivement, en fait, juste après, quand tu le mets, tu sens en fait ton pied qui glisse un peu dans la chaussure, c'est vrai. Et en fait, à y réfléchir comme ça, enfin, là, pendant notre conversation, ça n'a pas vraiment de sens en fait, parce que c'est vrai que quand j'ai des frottements, c'est toujours au même endroit, c'est à l'arrière du pied. Et finalement, pourquoi mettre partout si c'est le problème il est qu'à l'arrière? C'est exactement ça. C'est ça. Ouais. Donc en fait, il faut que tu cibles la zone, et quand tu vas cibler la zone, ton pied en plus il bougera plus, tu seras confort, tu seras encore plus confort, donc c'est parfait quoi. Ouais, il faut toujours réfléchir un petit peu sur sa pratique comme ça et se demander pourquoi on fait les choses. Ouais, faut tout tester et puis il faut se planter. Je me suis beaucoup planté alors. Alors on a parlé des ampoules, c'est un des problèmes principaux chez les trailers, ultra-trailers. Est-ce que y a d'autres types de pathologies que vous avez l'habitude de voir chez les trailers? Alors oui, au niveau du pied, on a les hématomes. Alors les hématomes, c'est assez intéressant parce qu'il y a plusieurs façons de se faire un hématome sous l'ongle en fait, ce qui fait assez mal. On a plusieurs types de façons. On a déjà le fait de taper le pied contre une racine, un caillou. Généralement, c'est le pied qui perd et là, on se fait très mal et ça fait mal. On a le fait de buter contre la chaussure. C'est une chaussure trop petite, chaussure trop grande, le pied va glisser, il va venir taper. Et on a le troisième qui est assez intéressant et personne ne parle parce qu'on met toujours l'accent sur le côté chaussure ou le côté taper le caillou. Il y a le manque de renforcement musculaire. Donc ça, après, on pourra embrayer sur un autre thème qui est assez intéressant. Mais le manque de renforcement musculaire, mais aussi surtout le manque de force du quadriceps. Parce que, et tu as dû le sentir, quand tu arrives en fin de course, ton quadriceps, il te porte plus. Il est fatigué à force de faire de l'excentrique en descente. Et du coup, tu as un peu tendance à balancer le pied en avant et à mettre en tension ce fameux groupe des muscles, les releveurs. Et ton pied, il pose talon
Alors je dis pas que le talon c'est pas bon, mais ton pied pose talon, il va venir glisser après sur l'avant de la chaussure et c'est là que tu vas te faire en fait les hématomes. Donc tout le monde va dire c'est un problème de chaussure qui est trop petite. Non, en fait c'est juste que tu n'as pas assez de force pour être dynamique sur ton pas. Mais c'est normal, au bout de 140 bornes de 9000 mètres de descente, c'est logique, tu es humain. Ou autrement tu t'appellerais Pomeray. C'est vrai que je pense qu'on n'a pas la même foulée à l'arrivée entre Ludovic et moi. Est-ce que tu as une foulée ou est-ce que tu as une marche à l'arrivée? Non, à l'arrivée j'avais une belle foulée. Hein. Je sais pas comment ça se fait, mais. Donc voilà, mais ce que je veux dire, c'est que tu as une perte de force musculaire. Si en fait, musculairement, tu es limité, tu peux plus encaisser la descente. Si tu n'encaisses plus la descente, tu rigidifies ton système membre inférieur. Donc tu rigidifies ta jambe. Tu vas utiliser l'amorti de la chaussure. Et c'est comme ça que ton pied va venir glisser, taper au bout de la chaussure et faire le fameux hématome. C'est logique, c'est normal. Comme je dis, 9000 mètres de descente, toi qui viens de la plaine, mais déjà c'est déjà énorme de finir la TDS, sachant que tu peux faire du dénivelé chez toi. Moi, tu me demandes, coureur de montagne, d'aller faire l'ultramarin, mais je suis incapable. C'est trop plat. Bah, c'est une discussion que j'avais eue avec justement Martin Kern, que j'avais invité à venir sur la course que j'organise, le Grand du Finistère, et il m'a dit mais non, c'est beaucoup trop plat, il n'y a pas assez dénivelé, moi faut que ça monte, faut que ça descende, faut que ça remonte, faut que ça redescende. Et c'est vraiment des profils d'entraînement, de profils de course qui sont propres à chacun et qui après c'est vrai qu'on a toujours moyen d'essayer de compenser en faisant renforcement musculaire comme on en parlait, faire d'autres choses. Maintenant je reste convaincu que rien ne remplace de venir faire des séances ici de bloc de montagne, et on ressent clairement le manque quand on l'a pas fait. C'est inévitable. Des gros week-end chocs. Des gros week-end chocs où sur un court laps de temps tu te matraques, je mets des guillemets, vous les voyez pas, tu te matraques, où en fait tu vas faire de la cuisse, tu vas casser de la cuisse, tu vas faire de la cuisse et puis voilà. Comme je dis, avoir mal aux cuisses, c'est pas un problème, c'est même logique, c'est normal, la cuisse c'est du muscle, il est fait pour avoir mal. Avoir mal au genou, c'est pas pareil, t'amortis par la contraction musculaire, enfin il y a d'autres phénomènes d'amortissement du membre inférieur, notamment le jeu articulaire, mais l'articulation, si tu tends la jambe, tu vas impacter le genou et là c'est pas bon. Donc comme on a dit, les problèmes au niveau des ongles et notamment des hématomes, c'est pas forcément dû à une chaussure qui n'est pas adaptée, mais peut-être aussi à un manque de renforcement musculaire. Alors tu as parlé du renforcement musculaire du pied, c'est quelque chose que je crois que je sais pas, j'ai pas de statistiques dessus, mais je pense qu'il y a peut-être moins de 10% des coureurs qui se musclent le pied. Comment on fait Alors, renforcement musculaire du pied. Alors moi, ça fait un moment que j'en parle de ce phénomène de faiblesse de pied, du fait de mon implantation géographique. Ici, les gamins, ils font beaucoup de ski. L'hiver, dans le ski, maintenant, on le sait, le membre inférieur sous le genou, le pied perd 20% de force musculaire, mais 65% de proprioception, il perd aussi. Donc c'est monstrueux. Donc quand on sort de la saison ski hivernale, tous les sportifs ont un pied faible, mais très faible. Et ça enchaîne sur une quantité de pathologies quand ils se remettent à un sport estival, sur les genoux, le dos, etc. Et c'est là où on va dire courir c'est pas bien, c'est nul, ça fait mal aux genoux. Mais non, en fait, c'est pas que ça fait mal aux genoux que courir, c'est juste qu'en fait, t'es pas prédisposé à lutter contre une force qui s'appelle la force de gravité. Donc depuis, moi ça fait 20 ans que je bosse, et très rapidement je me suis rendu compte que il faut une phase d'adaptation entre l'hiver et l'été. Donc renforcer cette structure sous le genou qui n'a jamais été sollicitée par de l'impact et qui est extrêmement faible. Actuellement, ça fait dans le monde scientifique, c'est avec François Fourchet qui est kiné, qui bosse à l'hôpital de la Tour, qui a fait des études justement sur le foot corps et sur le renforcement du pied. C'est le premier à en parler scientifiquement, comme quoi le fait de renforcer le pied pourrait limiter l'affaissement d'un pied plat physiologique. Et on sait que depuis maintenant 2020, TADI a fait une autre étude sur le fait que le renforcement du pied peut limiter le risque de blessure de 2,5 fois. Mais c'est valable sur un laps de temps à peu près de 6 mois d'entraînement. C'est quand même long, hein. Donc 6 mois d'entraînement, c'est quoi? Alors moi je me remets à mon niveau de podo de montagne, c'est à peine la période estivale. Donc c'est-à-dire que le patient qui va faire son renforcement à la fin de l'hiver, en fait, il aura son pied fort qui sera au début de l'hiver prochain. En fait, oui. Intérêt zéro. C'est invivable. Ouais.
Donc du coup, il y a différentes façons de se renforcer le pied sans faire du renforcement spécifique. Déjà, le fait de marcher au quotidien à la maison pieds nus, ça c'est déjà très bien. Le fait déjà de marcher tout le temps, point barre. Le fait de marcher avec des chaussures type minimaliste, fines, j'ai dit de marcher, hein, j'ai pas dit forcément tout de suite de courir. Donc de marcher avec des chaussures type minimaliste, ça déjà aussi, ça fait du bien. Parce qu'en fait, on sait que le fait de marcher tous les jours aura la même action que de faire du renforcement spécifique du pied. Donc ça c'est quand même jackpot. Donc de marcher avec des chaussures fines, semi-minimalistes, peu importe, mais aussi le fait de marcher. Je parlerai pas de semelles parce que c'est pas le sujet, mais il y a d'autres façons aussi pour limiter en fait le risque de pathologie justement par d'autres biais, notamment semelles et chaussures dans la région. C'est ce que je voulais dire surtout par rapport en fait, à la fenêtre que nous on a été-hiver. Mais faites du renforcement musculaire, ça a sens, ça donne sens, parce qu'il y a pas mal de pathologies qui partent. Le pied, c'est la base. Si le pied n'est pas assez tonique, en fait, ça va actionner des muscles stabilisateurs du genou et du bassin. Donc forcément, si le pied n'est pas assez fort, on augmente les bras de levier sur le genou et la hanche. C'est intéressant. Et puis tu vois, j'avais commencé à marcher comme ça avec des chaussures très fines. Et je me suis rendu compte aussi qu'il faut, c'est comme là, pour la course à pied, il faut y aller progressivement. Parce qu'au final, je pense qu'il peut y avoir aussi de vouloir marcher trop vite, trop longtemps avec des petites chaussures. C'est peut-être aussi intéressant d'y aller progressivement et pas tout de suite aller passer toute la journée avec une petite chaussure ou. Alors complètement. Alors tout le monde nous dit ouais, l'homme est fin. On nous dit souvent l'homme est fait pour être pieds nus. Pas de problème. En effet, je suis tout à fait d'accord. L'homme est fait pour être pieds nus. Mais qu'est-ce que nous maintenant on fait de notre corps? On sait actuellement que on fait pas assez d'exercice physique. Alors je parle pas de nous coureurs de trail, d'ultra trail, etc. On est une niche une goutte d'eau dans l'océan de l'humanité. Dans la population occidentale, il faut savoir que les enfants ont perdu un quart des capacités cardiovasculaires depuis 40 ans. C'est-à-dire qu'ils mettent pour faire, je crois que c'était 1 mile, ils mettent, au lieu de mettre 3 minutes, ils mettent 4 minutes. C'est juste indécent en fait. On est devenu faible musculairement. Je sais plus ce que je voulais dire. On parlait de la progressivité de marcher pieds nus. Donc marcher pieds nus. Donc du coup en fait marcher pieds nus au quotidien c'est extrêmement bien. Marcher tout le temps pieds nus, bon à la rigueur ou en chaussures petites fines, mais en fait on marche déjà tout le temps. Des ballerines pour les femmes c'est des chaussures très fines. On va prendre, des sneakers, des fois c'est des chaussures qui sont assez fines. Donc du coup on aura déjà régulièrement on marche avec des chaussures fines. Est-ce qu'il faut après courir avec des chaussures fines? Bah c'est pareil, je suis peut-être pas forcément pour, parce qu'en fait comme j'ai dit il n'y a pas de bonnes chaussures mais il n'y a pas de mauvaises chaussures. Qu'est-ce qui se passe? Une chaussure très fine augmente le stress de la cheville, du pied, du tendon d'Achille et aussi des fois au niveau du tibia. Et une chaussure plus épaisse va augmenter le stress, on va dire, du genou, de la hanche et du dos. Donc du coup en fonction de là où on est blessé, on va modifier nos chaussures, tout simplement. Donc dire qu'il faut tout le temps être en chaussures fines, c'est pareil, c'est pas forcément très bon. En fait ce qui est intéressant, et on le sait dans la littérature scientifique, c'est que d'avoir plusieurs types de chaussures et de jongler avec ces chaussures en fonction de notre ressenti, de la fatigue, de la forme, on prend des chaussures plus ou moins fines, plus ou moins épaisses. Et est-ce que justement tu parlais des enfants, pour nos enfants, tout parent veut le meilleur pour ses enfants. Et est-ce qu'on peut maintenant, il y a eu une tendance il y a quelques années d'avoir des chaussures ultra protectrices, de bien maintenir le pied, d'acheter des chaussures neuves, surtout pas des chaussures qui ont été portées par d'autres enfants parce que sinon le pied va déjà être moulé dans la chaussure. Moi c'est des discours que j'ai entendus et réentendus. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller et leur recommander et leur acheter à nos chers enfants? Alors, en effet, c'est des vraies croyances qui sont entretenues forcément par des fabricants de chaussures. Donc, oui, nos enfants, faut les laisser marcher pieds nus. Dès qu'on met une chaussure, aussi fine soit-elle, eh ben, en fait, on se rapproche de plus en plus d'une marche chaussée, mais n'importe quelle chaussure. Ça, on le sait. En gros, un enfant, faut qu'il marche pieds nus, mais à la maison tout le temps. Faut pas lui mettre de chaussures. Après, c'est bien de lui mettre des chaussures fines. Ça sert à rien de lui mettre des chaussures protectrices avec des soutiens de voûte. Il n'y a pas d'intérêt. Pourquoi est-ce qu'on lui mettrait ça?
Et après, souvent, on nous demande la question, on nous pose la question, ah, mon fils et tout, il marche pas bien, il marche en dedans, rotation interne, machin et tout. Laissez-le marcher, laissez-le vivre. Laissez-le faire sa musculature. Et ne le mettez pas dans un Yupala déjà, ça sert à rien. Et puis, laissez-le marcher. Faut qu'il marche. Les enfants ne marchent pas assez, faut qu'ils marchent. Une personne va se structurer en luttant contre la force de gravité. Donc, plus il va marcher, plus il va faire un sport type marche, course, foot, hand, etc. Plus en fait il va développer une musculature pour lutter contre la force de gravité et plus il sera fort. Et souvent on nous dit oh là là mon fils il a un pied plat. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Les Africains ils ont tous les pieds plats, enfin les Kenyans ils ont tous les pieds plats, ils sont tous champions du monde de marathon. Non, c'est pas un critère. C'est ah ouais mais il va se blesser. Non, c'est pas un critère non plus. C'est bon, t'as un gros nez. Est-ce que tu sens mieux les odeurs? T'as des grandes oreilles. Est-ce que tu entends mieux? Non, en fait non. C'est un critère occidental qu'on a posé à un moment donné. Genre t'as un pied plat, tu vas te faire mal. Non. On le sait que les pieds plats sont plus facilement acceptés par l'homme que les pieds creux par exemple. Un pied creux, on va dire, il va entraîner à plus de raideur et aura peut-être plus de générateur de douleur. Mais encore. Et encore, c'est il n'y a pas de Il n'y a pas de règle, et puis un enfant, il faut le laisser évoluer, il faut le laisser grandir. C'est super intéressant parce que je ne sais pas vraiment comment réussir à casser ses croyances, mis à part en martelant, en répétant, parce que ouais, en fait, si tu amènes ton enfant, là je lui ai acheté, tu vois, pour mon fils, pour cet été, des chaussures des aqua shoes avec un petit peu de crampons en dessous, et ça c'est ok sur les sentiers. Et ben il est super à l'aise, il est super léger, il se déplace presque mieux que nous des fois. Mais ça c'est pareil. Alors nous on est partis en vacances une fois en famille à Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors, je sais pas si tu connais, c'est un petit archipel, c'est un tome je crois si je dis pas de bêtises, au large du Canada. Et on a fait le tour de Miquelon. Et le gamin il était en pompe minimaliste. Je dirais pas la marque, on fait le podcast pour, mais et le gamin il faisait 4 degrés, 5 degrés, mais il a couru comme un lapin partout. Il n'y avait aucun souci. Bon là, et en plus, peut-être que ça donnait ses fruits. Il a fait un podium sur la YCC cette année, donc plutôt cool. Mais non, mais en fait, c'est pareil, c'est des croyances. Nous, nos gamins, maintenant, depuis qu'ils sont gosses, ils ont que des chaussures les plus fines. Et très rapidement, alors les chaussures conçues par les marques pour les gamins pour courir, c'est une catastrophe. C'est catastrophique, c'est des parpaings. Les gamins, ils n'arrivent pas à évoluer. Un gamin n'a pas de force. Donc, faut penser au poids de la chaussure quand il va aller trottiner, faire du sport, donc chaussure légère. Un gamin n'a pas de force, donc il faut penser aussi à la flexibilité de la chaussure. Si la chaussure est trop rigide, il n'arrivera pas à plier la chaussure. Souvent, les parents, ils se pointent au cabinet en me disant « mon gamin, quand il marche, il fait du bruit, il marche mal. Tu prends la chaussure, j'arrive même pas à la plier, tellement elle est rigide. » Comment voulez-vous que votre gosse marche correctement? Ah mais vous vous rendez pas compte, elle a coûté 90 balles, ça coûte cher. C'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Votre chaussure, en fait, elle l'entrave. Est-ce que je vais vous donner des pompes de ski puis vous allez marcher toute la journée avec? Puis on va voir après si vous marchez bien. Donc en fait, il faut que la chaussure soit souple en fait, il faut qu'elle soit en adéquation avec le gabarit et la puissance du gamin. Si un gamin n'a pas de force, on peut pas lui mettre des chaussures rigides. Et ce que je dis actuellement, les chaussures des fabricants, elles ne sont pas conçues pour les enfants. Et ça, c'est important. Et très rapidement, dès qu'ils ont eu la pointure pour passer chez les femmes, 36, à peu près 36, 37. Très rapidement, bam, je les ai basculés en chaussures adultes. Forcément, ça coûte plus cher, mais les chaussures adultes sont mieux pensées, mieux conçues, plus légères, notamment pour les femmes. On arrive à avoir des chaussures à moins de 100 grammes, à quasiment 180, 180 grammes, qui est très léger et très flexible. Et puis les gamins, ils sont fans. Nous, nos gamins, ils évoluent avec des chaussures, alors, pas dans du minimalisme, mais avec du semi-minimaliste. Et puis, ils courent, ça les empêche pas de courir. Et quand ils sont fatigués, ils ont des chaussures un peu plus smooth, et puis voilà. Il n'y a pas de règle. Mais au début, on a fait un effort qu'ils aient des chaussures très flexibles. Alors ça, c'est aussi un des sujets dont on parlait juste avant de commencer l'enregistrement, sur le matériel obligatoire qu'il y a sur l'UTMB notamment, et notamment dans le kit grand froid. Il y a des chaussures fermées, adaptés pour la pratique du trail, qui sont obligatoires. Pourquoi quelqu'un qui court pieds nus n'aurait pas le droit de partir pieds nus avec
juste ses pieds. On arrive dans une belle société où on est obligé de légiférer sur tout parce que les gens ils prennent pas conscience en fait des risques de la montagne. En montagne, généralement, c'est pas l'homme qui a raison. Toi, t'es vers la Bretagne, il me semble. Oui. C'est pareil avec la mer, il me semble. Ah, La mer, c'est plutôt elle qui a toujours raison. bien sûr. En montagne, c'est un peu pareil. Donc quand il commence à faire froid, alors même quand il fait un temps normal, hein, quand il commence à faire froid et qu'on part en montagne pieds nus ou avec des sandales, moi je trouve ça complètement, excuse-moi du terme, débile. Je ne comprends pas en fait ce concept. Je suis allé en montagne, on était randonnés avec les garçons. Nous on randonne déjà en basket. Alors déjà certaines personnes, les guides, ils nous regardent déjà un peu bizarre en disant c'est en basket et tout. Bon, on s'en fout, c'est un autre principe. Tant qu'on va pas chercher la haute montagne, on peut évoluer en basket, surtout si on a le pied qui est aguerri à la montagne. Mais quand on va en montagne, là ils partaient faire le tour du Mont Blanc. C'était 2 personnes qui partaient faire le tour du Mont Blanc en mode randonnée, avec un gros sac quasiment entre on va dire 15 kg au pif, et il pleuvait. Donc elles étaient harnachées, elles avaient poncho, tout pour protéger le sac, pour se protéger la tête, le corps. Elles étaient chaudement habillées, rien à dire. Je baisse les yeux et je les vois en sandales. Je me dis, mais elle est où la logique? Où est la logique quand tu vas en montagne, qu'il pleut? En fait, quand tu sais que tu perds quasiment un peu moins de 1 degré par 100 mètres de dénivellation, quand il pleut en bas dans la vallée à Chamonix, ça descend vite en température, il fait vite 13 degrés. Donc ça veut dire qu'à 2005, on va voisiner les zéros. Tu mets du vent, un ressenti, un peu de flotte, machin et tout, tu peux faire du moins 10. Tu te vois l'idée là, de perdre tes orteils en montagne parce que tu as mis des sandales pour dire parce que t'es free? Non, faut arrêter. Il faut savoir que sur l'UTMB, il y a une édition à Arnova. On a bloqué des personnes à Arnova parce qu'ils partaient monter faire le grand col ferré en sandales pendant la course. Et il nous dit non mais j'ai des chaussettes. On lui dit mais t'es crédible ou pas? C'est encore pire. Les chaussettes, quand elles sont mouillées dans de la neige et qui gèlent et qu'il y a un vent là-haut et qu'il y a un ressenti de moins 10 avec de la gel, la rubalise, là, il y avait sorti une photo sur les réseaux sociaux, la rubalise, elle était à l'horizontale. Il y avait, je crois, une traînée de gel horizontale d'à peu près 5 à 7 cm. Pour vous dire la puissance. Et le mec, il aurait fait quoi avec ses sandales, avec ses chaussettes mouillées? Il aurait perdu des orteils. Et à un moment, il faut être crédible par rapport à tout ça. Comme je dis, la montagne a souvent raison et dans des conditions extrêmes, faut mettre le matériel adapté. Et on en est à un point où l'organisation doit dire il faut absolument mettre des chaussures fermées qui acceptent les conditions extrêmes. C'est quand même triste, quoi. Enfin, je trouve ça... C'est comme si tu te dis bon bah allez, je vais faire le Paris-Dakar avec ma Clio. Non préparé. Enfin... Ouais. Je vois bien l'image. Ou ma Renault Zoé, tu vois. Ouais. Bon bah voilà. Ou enfin je sais pas. J'ai du mal à concevoir en fait ce concept de. Il fait beau, ils veulent aller pieds nus, c'est leur problème. Hein, c'est pas le mien. Ils se blessent, ils se prennent une pierre sur le pied. Ah oui, encore pire. Avec ma femme, on s'est entraîné là pour faire la MCC. On est parti faire ce qu'on appelle la cabane des Rognes, qui est en fait une cabane qui est entre le Nid d'Aigle et le refuge des Trousses, qui est la voie normale pour aller au Mont Blanc. Et donc on avoisine la haute montagne avec des pierres, donc il y a un chemin, mais les pierres tombent, tout est instable en fait, etc. C'est pas très clean. Nous on y va en basket, bon, on ramasse déjà, c'est déjà fatigant pour nous musculairement, c'est technique. On descend, tranquille, et là on voit quoi? On voit 2 femmes avec leurs gamins dans les bras. Elles étaient, attention, en sandales de ville. Donc pas les sandales type de randonnée avec les 3 scratchs, non, en sandales cuir, semelles cuir. Mon pauvre, il y a un orage qui tombe, parce qu'on sait que le temps il change rapidement quand il y a un orage. Comment elles font pour descendre leurs gamins? On était à 3000 d'altitude. Comment elles font pour descendre leurs gosses dans les bras, elles en sandales, sans pouvoir courir? Parce que dès qu'il se met à pleuvoir, ça devient de la boue. Et les sandales de cuir, comment t'accroches dans la boue? T'accroches pas. T'accroches pas. Donc du coup, en fait, elle met en danger elle et son gamin. Bon, elle, c'est pas un problème, mais son gamin, c'est plus un problème. Un peu plus, ouais. Un peu plus. Il a rien demandé, son gosse. Non. Elles étaient 2. Hein. Nous, on est avec ma femme, on s'est regardé, on a fait waouh. Ça existe encore. Non, mais c'est pas possible, quoi. On a envie de leur dire, mais réfléchissez un peu là. On n'est pas à Fontainebleau là. On n'est pas sur les 25 bosses. On est à 3000 d'altitude. Il fait beau, mais une cellule orageuse peut vite se former. Et à un moment.
Je crois que tant que tu l'as pas vécu, en fait, ce changement de météo brutal qui est... Tu as déjà vécu, toi? Moi, j'ai déjà vécu, ouais. Ça fait quel effet? Ça fait drôle, en fait, quand tu prends un sentier et que tu es descendu normalement et que là, tu as un orage qui te tape sur le museau et puis que tu dois retourner parce que ta balade, c'est un aller-retour et que le sentier sympa que tu avais pris juste avant s'est transformé en torrent. Et ben tu connais pas ça en fait, tu dis ah ouais quand même. Nous, avec des potes là, avec 4 potes, on a fait le GR5. On était parti pour le faire en 5 jours. Deuxième, donc on a triplé les étapes. Et deuxième étape, on est parti à 4 du mat, on s'est pris l'orage, il était à une ou 2 secondes de nous. Enfin la différence éclair-orage. On s'est pris une rage de l'espace. Et ben on a fait quoi? On avait fait à l'époque, on avait fait 30 minutes de marche. On a vite couru en arrière pour aller à l'hôtel. On n'allait pas faire l'ascension et on était tout équipés. On avait tout. Faut arrêter les conneries quoi. Il y a un moment, c'est comme ça. Et après les gens vont dire il y a eu un accident, machin, en montagne. Ouais, ben non, mais s'ils partent en sandales à 3000 d'altitude avec des gamins qui dans bas âge dans les bras, ouais non, c'est pas très intelligent ça. Mais c'est ça qui est important, c'est de faire de la formation, de la prévention, de dire que c'est vraiment dangereux, que on a beau être trailer, ultra trailer, et ben on n'est pas à l'abri de tous ces risques et s'il y a encore des accidents, c'est pas pour rien et que faut juste être prudent. Surtout qu'en fait, on peut pas lutter contre la chaleur, mais on peut lutter contre le froid. Donc ça c'est plutôt cool quand même. Du coup on prend l'équipement adapté. Et c'est comme d'hab, tous les ans, je crois que toi tu as vécu l'année dernière l'accident sur la TDS. Et tous les ans, dès qu'il fait mauvais, tout le monde dit oh là là, le matos obligatoire de l'UTMB c'est la cata, c'est lourd, machin, ça prend du volume dans le sac, c'est horrible. Et puis tous les ans quand il fait mauvais, ils font oh putain, heureusement qu'on l'avait parce qu'en fait on s'est caillé les miches. Bien sûr. Cette année, on a eu un temps magnifique sur la TDS et c'est vrai que l'idée d'avoir dans son sac un pantalon imperméable, tout l'équipement pour te tenir bien chaud et que tu sais que tu dois le porter alors que tu sais que tu le mettras pas, tu te dis mais en fait c'est vrai comme tu dis, j'ai vécu l'année dernière le fait de rester 4 heures bloqué là-haut et là tu te dis ouais mais si jamais ça m'arrive encore d'être bloqué, je sais pas en fait, peut-être qu'il peut se passer plein de trucs là je serais bien content de l'avoir et c'est toujours un débat ça, le sujet du matériel obligatoire entre la responsabilité individuelle et la responsabilité de l'organisateur. En France, la législation veut que l'organisation impose une liste de matériel obligatoire, sinon on va venir lui reprocher de ne pas l'avoir fait. Peut-être aux États-Unis, c'est un peu plus souple à ce sujet-là. Je sais pas trop, parce que aux US, c'est quand même les pros des procès. Oui, et pourtant, sur des ultras, tu peux partir torse nu si t'as envie, quoi. Ouais, à la Western State, je pense que c'est un peu logique, quoi. Il fait chaud là-bas. C'est vrai. Mais nous, c'est, je crois que le débat est clos dans le monde, dans le paysage français, parce que quand t'as des personnes qui viennent des pays chauds et qui arrivent à Chamonix et qui perdent d'un coup 20 degrés en une journée, ils comprennent pas ce qui se passe, quoi. 20 degrés, ils partent de chez eux, il fait 35, ils arrivent à Cham, il peut faire 15 degrés et ils montent en altitude, il fait 0, mais les mecs ils sont perdus. Donc si tu n'imposes pas un minimum de matériel, c'est une hécatombe. C'est une hécatombe et ça sera la faute de l'organisation. Toujours la même chose, quoi. Parce qu'il faut toujours un responsable. Ah bah oui, ça, on saura qui venir chercher. Alors Olivier, on a parlé au niveau podologie, on a parlé de l'avant, on a parlé aussi du pendant, comment se protéger les pieds. Est-ce que après un effort comme ça, ou un stress qu'on met sur nos pieds, autant musculaire, tendineux que sur la peau en elle-même, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques, des choses à faire pour faire que son pied récupère un peu plus vite? Ouais, le repos. Tout simplement. Le repos. Le repos, c'est la base de la récup. Le repos, le sommeil, c'est la base de la récup. C'est ce qu'il y a de plus important. On récupère assez facilement sur la fatigue périphérique, donc musculairement. Guillaume Millet a fait des études dessus. En 15 jours, on a à peu près récupéré musculairement. C'est ce qui fait penser que les coureurs d'ultra ont récupéré. Parce que très rapidement, on dit je suis bien, en fait, nickel. En fait, on a une fatigue centrale qui est un peu plus importante, qui fait que
Du coup, on peut être plus facilement après immunodéprimé, etc., etc. Mais sinon, le repos. Il faut respecter cette phase de repos après ultra. Et puis maintenant, on voit les athlètes de haut niveau qui n'enchaînent plus les ultras à la chaîne, comme François Daen, Xavier Thévenard à l'époque, il faisait 2 ultras par an, 2, 3 max, quoi. Donc le repos. Oui, c'est vrai qu'on a tendance à voir des extraterrestres qui arrivent à enchaîner. Je pense à Lucas Papi, c'est peut-être le meilleur exemple c'est ouf ça. là-dessus. Alexandre, casquette verte. Ouais, exactement. Voilà, qui arrive à enchaîner. Mais en fait, je pense qu'il ne faut pas prendre ces exemples-là qui sont des exemples, des cas particuliers. C'est des cas isolés. Hein. Moi, j'ai des amis, les frangins Gabiou. C'est des machines de guerre. Là, ils sont en train d'arriver la PTL, je pense, là, incessamment sous peu. Ils veulent enchaîner. Jules Henry, il va enchaîner sûrement avec la 368 Peak dans 2 jours, s'il a récupéré, et son frère avec le Tour des Glaciers dans 2 semaines. Le Tour des Géants. C'est énorme. C'est une ultra niche. C'est quelques personnes. Monsieur tout le monde, c'est repos. Je me demande d'ailleurs, on sort un peu du sujet podologie, mais c'est pas grave, c'est le podcast, c'est comme ça. Quel est j'arrive pas en fait à concevoir le plaisir que tu peux toujours avoir parce que quand tu fais une chose qui est exceptionnelle, tu vois, moi là, faire un ultra, faire la TDS, c'est waouh, t'as fait ton truc de l'année, t'as de l'émotion, t'es content, t'es fier de toi. Mais quand ça devient presque ton quotidien, que toutes les 2 semaines tu vas faire un ultra, est-ce que finalement t'as toujours ce plaisir, je sais pas, toi qui les connais, qui les côtoies, c'est leur vie, c'est leur façon de vivre. Eux, ils aiment. Enfin, moi, je ne connais pas Lucas Papi, donc je peux pas parler pour lui, mais je connais un peu Jules Henry et Candide. C'est leur façon de vivre. C'est des gars de la montagne. En fait, eux, ils aiment la PTL parce que c'est technique, parce que c'est la montagne. C'est des gars de la montagne, ils aiment ça, et puis ça leur permet de manger, à ce qui paraît, de la raclette et de la tartiflette pendant qu'ils courent. Des tartes à la myrtille. C'est vrai que c'est une bonne raison, ça. Non, c'est des gars extraordinaires, ils sont super, mais c'est leur façon de vivre, ils sont comme ça, ils aiment les longues distances, ce qu'ils appellent l'ultra endurance, et ils sont fans de ça, quoi. Ouais, c'est comme ça. Ouais, c'est comme le fait de commencer. Je pense qu'il faudrait que tu les interviewes pour justement leur poser la question. Hein. Ouais, bien sûr. J'ai déjà reçu Lucas Papi, c'est vrai que. Mais ce sujet de la lassitude, je sais pas, je me souviens plus si on l'avait abordé ou pas. Ça fait un moment que j'ai reçu Lucas, mais c'est comme le fait de commencer les ultras très jeunes. Moi, alors dans l'absolu, j'ai rien contre si les gens sont préparés, adaptés, s'ils y arrivent et qu'ils se blessent pas, très bien. Mais en fait, le concept derrière de se dire, ok, t'as fait déjà un ultra peut-être à 18 ans, ou t'as fait j'ai reçu le papa d'une jeune fille qui a fait le marathon des sables à 16 ans. Je me dis, si t'as fait déjà le marathon des sables à 16 ans, quand on a 30, c'est quoi ton projet, quoi? Tu fais 4 fois le tour de la Terre, je sais pas. Non, peut-être que tu changes de projet, tu dis, tiens, je vais peut-être m'éclater sur un truc plus court. Ouais, peut-être. Peut-être que pour eux, le truc dur, c'est de faire un marathon ou un semi. Non, je pense que faut trouver. Si tu trouves du plaisir, tout est ok, tu vois. Je pars du principe pareil, tu vois, on doit bosser 40 ans dans notre vie à peu près, enfin maintenant plus. Si tu mets pas de plaisir dans ton boulot, c'est horrible. Donc ouais, je pense que faut être guidé par le plaisir. C'est des gars qui, Jules Henry, tu vois, je crois qu'il a gagné le Tour des Géants, c'est à 25 ans, 27 ans. Il met autant de plaisir à leur montagne. Ils aiment ça, quoi. C'est des gars qui aiment ça. Ouais. C'est important quand même, c'est la base. Ouais. Si tu vois Michel Poletti, regarde Michel Poletti, l'organisateur, celui donc là maintenant il a passé la main à ses enfants. Michel Poletti, il court encore des ultras. Il a fait la première édition. Ça fait 20 ans qu'il court. Il a toujours autant de plaisir. C'est extraordinaire. C'est même à Vincent Delbar, un Dawa Sherpa, il court depuis toujours. C'est des gars qui prennent du plaisir. Sans plaisir, tu peux pas les faire ça.
Non, bien sûr, c'est sûr. Après, c'est vrai que cette notion de plaisir sur l'ultra, elle est peut-être incompréhensible hein, pour les gens qui sont dans l'entourage. Je pense pas que c'est pour ces personnes-là, c'est pas un défi de faire un ultra, dire non, en fait, c'est juste ils aiment ça, c'est juste leur truc. Je pense, hein, parce que sinon, tu te dis, ouais, non, sauf si tu aimes vivre par des défis. C'est comme ceux qui font de la montagne chez nous. Tu dis tiens à 16 ans t'as fait le Mont Blanc, c'est quoi ton prochain truc? Bah non, en fait tu fais le Mont Blanc parce que c'est ton plaisir de faire le Mont Blanc. Ouais, bien sûr. Enfin c'est ton plaisir d'aller en montagne, Tu peux le refaire quoi. Tu peux le refaire et puis ouais c'est cool quoi. Enfin nous on n'est pas là pour enfin surtout moi hein, surtout pas là pour la gagne hein. Moi non plus. Alors est-ce qu'il y a est-ce que tu peux nous parler de la structure quand même, de l'organisation au niveau podologie, de tout ce qui est mis en place sur l'UTMB depuis ces années et comment ça a évolué tout ça? Alors en effet l'organisation podo, je parlerai que de la podo, je peux parler un peu de la kiné parce que c'est ma femme qui gère la kiné. Mais bon, je vais parler de la podo, je peux pas parler du reste. Alors la podo, nous on est là depuis le début. Au début on était 7 potes. 7 potes, c'était en 2003, on sortait de l'école nous de podo, ça faisait un an qu'on s'était pas vu, on avait fait une bringue d'un autre monde et après on est allé faire les soins, on avait bossé pendant 36 heures non-stop sur toutes les bases vie, sur 3 bases vie, donc Courmayeur, Champé, Cham. On était atomisés, je crois que j'y mets 3 jours à récupérer et j'étais jeune à l'époque. Et tout doucement, l'événement a grossi, le staff podo a grossi, on est monté au max à 56 podos qui venaient œuvrer sur l'UTMB. Ça fait développer la profession dans le sens où on a fait reconnaître un peu certaines pratiques. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit, mais en fait, c'est la course à l'escalade. Et on a dit, ouais, stop, on met moins de confort, on diminue le nombre de podos, diminue le nombre de kinés. On était monté entre podo et kiné quasiment à 150 personnes. C'était un gros staff. Et du coup, on met moins de podos, moins de kinés et on les met un peu plus à la rude. Et le système de points est arrivé et ça fait aussi du bien. Puis on a commencé à faire aussi un peu de com, un peu de machin. Et donc du coup, on a moins de taf, les gens sont plus préparés, mais on a quand même du taf. Donc là, actuellement, on est 36 podos. Répartis sur, je parle de l'UTMB, sur Chapieux, sur Courmayeur, Arnova, La Foulie, sur Champé, sur Trien, Valorcine et l'arrivée à Chamonix. Ah oui, ça fait quand même beaucoup de points. Ça fait quand même quelques points. Donc, et bien sûr, les kinés sont aussi avec nous. Donc on est un staff, kiné, podo, infirmier, médecin, on bosse tous ensemble. Et c'est assez intéressant aussi. Sur la TDS, on était sur Cormet, Beaufort, Comtat arrivé. Et alors toi, Olivier, là, ton rôle, ta mission sur cette UTMB, ça va être quoi? Alors sur l'UTMB, mon rôle depuis maintenant quelques années, c'est de coordonner tout ce petit monde, ces 36 personnes, et de dispatcher correctement sur le terrain pour justement apporter le soutien aux coureurs. Mais aussi on fait un peu de formation, c'est-à-dire on forme aussi nos confrères à certaines techniques, notamment prise en charge des soins de terrain. Et puis mon rôle c'est aussi de faire des podcasts avec toi. Faire aussi de l'éducatif pour monsieur tout le monde. Non, mais c'est pour moi tout l'intérêt de ce partage et de faire cette prévention plutôt que moi je suis un grand fan de la prévention et non de la répression. Et ça fait mal hein, quand tu fais du curatif. Nous on n'appelle pas ça la répression, on appelle le curatif, c'est-à-dire le traitement. Ça fait mal hein. Est-ce que tu peux, alors il y a souvent enfin moi je trouve ça c'est assez répugnant certaines pathologies qu'on peut voir sur les pieds. Est-ce que toi c'est quoi le pire pied que t'aies vu? Est-ce que t'en as un, tu te souviens un truc Ouais, alors je l'ai pris en photo et je l'ai gardé, et je donne des formations et je l'ai mis justement sur le PowerPoint de la formation. Je crois que c'est un mec qui s'est fait rouler dessus c'est un très bel exemple, il s'est fait rouler dessus par une voiture. Il a subi 17 opérations du pied. Et sur ces 17 opérations, il y a eu en fait une amputation du 3e orteil. Et du coup, ils lui ont greffé le 5e orteil à la place du 3e orteil, parce que si en fait on lui laissait le 3e orteil vide, en fait ça faisait une formation de griffe au niveau des orteils. Enfin, donc du coup la nature n'aime pas le vide, donc ça prend le vide. Donc ils lui ont viré le 5e orteil pour le mettre à la place du 3e, parce que le 5e orteil est un peu moins important. Et moralité, en fait, le gars 17 opérations, amputation, greffe,
il finissait le Tour des Géants. Il finissait la PTL. 2 semaines après, il enchaînait le Tour des Géants. Donc Combien de temps il a mis à s'en remettre de ces 17 opérations? Ah, je sais pas, on en a pas trop C'est parlé. Il était pas français, donc il nous a juste expliqué qu'il s'était pris ça et que du coup, il avait fait la PTL. Il disait, mais en fait, tout le monde peut courir. C'est juste en fait ton cerveau qui te bloque, ton petit confort. Donc il faisait ça, il avait les pieds dans mauvais état, il était abîmé, il avait des vrais problèmes d'ampoule. Et derrière, il a enchaîné le tour des Géants 2 semaines après. Et le mec, il dit non, mais je vais courir. J'en ai d'autres. Quel mental. Ah, mais c'est monstrueux. Là, tu te dis, le mental est monstrueux. Et après, j'en ai d'autres. Là, c'est un patient. Il a fait une semaine de ski de rando. Alors, c'était pas sur l'UTMB, il a fait une semaine de ski de rando en raid. Il est rentré avec une ampoule au niveau du talon. Et les chaussures de ski de rando, c'est terrible pour ça. Et après, il s'est dit, tiens, si j'allais faire la Saint-Élion. Et en fait, il a majoré son ampoule. Et en rentrant, il a fait soigner par le médecin, etc. Puis en fait, il est venu me voir un mois après. Et en fait, l'ampoule avait nécrosé. Donc du coup, je l'ai envoyé tout de suite à l'hôpital. Et il a passé son hiver en Crocs. Ouais. Pas mal ça. Et alors, nécrosé, comment on sait qu'une ampoule est nécrosée? En fait, du coup, on commence à voir l'os, quoi. Mais ça doit être très très douloureux. Pourquoi ne pas consulter avant un mois? Quelle idée. En fait, il y avait une couche cornée qui s'était mise par-dessus. Lui, il pensait que c'était guéri, ça le faisait mal, mais bon, voilà, les mecs, ils sont durs comme du bois. Et donc du coup, au bout d'un moment, il commence à s'inquiéter. T'appuies dessus, c'est tout mou. Tu fais ouais, putain, c'est bon, hop là, on va voir le médecin. Et là, c'est non mais out of order. Mais alors, ça me semble tellement dingue. On en a eu, ouais, ça arrive. Hein, c'est comme je te dis, hein, on a eu des brûlures du derme à cause d'application de pansement hydrocolloïde. Donc, mais alors, on y arrive. Est-ce que ces gens-là, en fait, ont pas une résistance à la douleur qui est plus importante que la moyenne? Parce que moi, déjà, j'ai une ampoule, ça fait mal. Rien que ça, ça fait. Ouais, mais tu connais je dois être finisher. Ouais, mais je dois être en vie aussi. Ouais, mais non, mais je dois être finisher. Il y en a, ils ont traversé la planète, ils ont fait une course au point, ça fait 4 ans qu'ils attendent leur place. Je dois être finisher. D'accord, mais là, l'exemple où il a attendu un mois, il y a quand même le concept de ça va passer, il a quand même ses limites, quoi. Il y en a tellement, hein, mon pauvre, mais il y en a tellement le ça va passer que le traitement par le déni, il y en a beaucoup. Bon, tout le conseil qu'on peut donner, c'est quand même d'aller consulter le plus rapidement possible quand il y a un doute. Et souvent on dit ouais, l'ampoule c'est pas grave, c'est des petits soins et tout. Non, des fois ça part en cacahuète. Et alors soigner soi-même une ampoule, c'est faisable, c'est recommandé? Oui, bien sûr, hein, pas besoin de voir la percer, pas la percer à chaque fois qu'on a une ampoule, hein, surtout quand elle est... Voilà. Bon, si vous pouvez venir nous, au centre de soins, on va vous le faire sans souci. Mais c'est pas parce qu'on a une ampoule que c'est la fin du monde, attention, hein, c'est une plaie, parce que c'est une plaie bénigne, c'est une brûlure en fait, bénigne, nous on la traite, mais comme toute plaie ou toute brûlure, ça peut évoluer, il y a différents stades, 1, 2, 3, et à chaque fois, plus on avance dans ce stade, plus c'est grave, quoi. Bon, écoute Olivier, je crois qu'on a fait un beau tour, hein, de la question du pied. On a parlé aussi un petit peu d'autres choses, hein, comme d'habitude, la digression est reine sur le podcast. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé ajouter à notre échange? Non, écoute, merci à toi de faire tout ça. Avec grand plaisir. J'invite tous les auditeurs à écouter nos autres épisodes qu'on a fait avant, qui sont très complémentaires à celui-ci. Et si vous n'avez pas envie d'aller rechercher parmi les 200 épisodes du podcast, je mettrai tous les liens dans la description, et comme ça vous pourrez revoir et réécouter surtout les autres épisodes qu'on a fait ensemble. Merci Olivier, bon courage pour le suivi des coureurs, en espérant que ça aille bien pour eux, que vous n'ayez pas trop de boulot, et puis passe un bon événement, un bel événement sur cette UTMB qui est un bel événement. Merci à toi, et puis repose-toi bien, marche un peu parce que je vois que tu as les chevilles qui enflent un peu. Ça c'est normal, c'est le post-course. Donc marche un petit peu, contrairement à ce qu'on peut dire, le fait de marcher va réactiver justement tout ça et ça va te faire du bien. Donc en tout cas, bravo et merci à toi. Écoute, avec grand plaisir. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Outdoor. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode.
Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le sport. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un speaker pour votre événement, d'un contenu pour votre marque, d'infos sur le Grand Raid du Finistère, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact@planettry.com. À bientôt.